Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce dernier webinaire de l'année de l'Assemblée de l'Association des journalistes de l'environnement, la JE. Nous avons le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Hervé Le Boulaert, que nous avions déjà fait intervenir il y a de cela quelques années lors d'un colloque sur la stabilisation du réchauffement à 1,5 degré. C'était il y a 4 ou 5 ans. Nous le recevons pour plein de raisons. D'abord parce qu'il est un des grands forestiers français. C'est un spécialiste des ressources génétiques des forêts. Il a dirigé près de 4 décennies durant le Conservatoire national de la biodiversité forestière de Guéméné, bien connu des amateurs d'andouille aussi. Vous avez dirigé également des recherches pour l'Office national des forêts, des instituts forestiers. Vous avez aussi, et je crois que c'est comme ça que beaucoup d'entre nous vous ont contacté, animé le réseau forêt de France Nature Environnement. Vous êtes aujourd'hui conseiller de l'Institut de France pour la gestion de la forêt du magnifique château de Chantilly. Et ces derniers temps, vous avez également parcouru les massifs forestiers français avec plusieurs idées en tête. La première, c'était réaliser le compte-rendu de vos pérégrinations qui est là-dedans. Donc, le dernier livre que vous venez de publier, qui s'appelle Forêt des racines et des hommes, qui est publié chez Delachaux. Et vous avez en tête un projet de film qui finalement ferait le lien entre les forêts françaises et ceux qui les font vivre, les forestiers. Je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif de la conversation. On a vu ces derniers temps, en plus des effets du réchauffement, le dépérissement de nombreux massifs, l'arrivée massive des scolytes dans les massifs orientaux, les vagues de chaleur et puis cet été les grands incendies. Est-ce qu'on peut faire aujourd'hui un état de santé des forêts françaises? Alors, vous parliez de 1,5 degré. 1,5 degré, c'était vraiment une autre époque. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en quelques années, je dirais, le monde des perspectives du changement climatique a changé pour deux raisons principales. La première, c'est qu'on n'a absolument pas fait ce qu'il fallait au niveau mondial pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. Je crois que maintenant, il faut le dire, les objectifs des accords de Paris, de la COP, ne seront pas tenus. Et deuxièmement, et ça c'est plutôt inquiétant au niveau de la France, c'est que Météo France et le CNRS ont révisé leur régionalisation des calculs des impacts, enfin de la nature du changement climatique au niveau météo sur la France, c'est-à-dire qu'on est toujours sur l'idée qu'on va vers un réchauffement mondial qui serait à 2,5 degrés, 3 degrés, mais qui se traduira pour la France à l'horizon 2050 de 4 degrés, avec une baisse des températures d'été. Donc, avec mes collègues du monde forestier, on a commencé à traduire ça en termes forestiers. Qu'est-ce que ça signifie pour les forêts? Et le plus simple est de prendre des choses que chacun connaît. Je pourrais y revenir dans la discussion et je vous fournirai des éléments de mise en ligne de la cartographie. Puisqu'on parlait de Chantilly, en 2050, c'est le climat de Perpignan à Chantilly. C'est-à-dire qu'on a une méditerranisation du climat à horizon de 30-40 ans pour la plupart des grandes plaines du bassin parisien, du bassin de la Loire et du bassin de la Garonne. Il est évident que ça pose énormément de questions puisque dans la région parisienne, dans la région d'Angers, on ne voit pas des forêts du même type que celles qu'on trouve dans le bassin méditerranéen. Et la question immédiate qui se pose, est-ce que les forêts actuelles qui ne sont dans un climat et pas dans l'autre continueront à exister correctement lorsque le climat aura changé et il continue à changer d'ici la fin du siècle? Là, ça va dépendre après 2050 de ce qui va se passer sur les émissions. Mais on peut aller à des extrêmes qui nous amèneraient à des augmentations de température d'été de 6, 7 degrés. Et là, on aurait une véritable révolution climatique. Le deuxième point, c'est que lorsqu'on parlait, il y a 15 ans, des impacts sur les forêts,
on était dans la modélisation. Là, on observe. Et ce qu'on observe est aussi inquiétant puisque les impacts sont plus négatifs que prévu. En gros, les grands incendies, les grands dépérissements, en fait, tous les événements qu'on a depuis 2020-2022, on les attendait plutôt sur des températures un peu plus élevées et surtout beaucoup plus tard. Donc tout ça donne comment dire, un pronostic relativement négatif. Alors j'utilise, mais peut-être une expérience personnelle, une sorte d'humour noir. Imaginez que vous allez voir un spécialiste médical parce que vous avez mal dans le ventre et vous pensez avoir des calculs rénaux et qui vous dit, monsieur, en fait, vous avez un cancer et il est métastasé. Voilà un peu la situation dans laquelle on se trouve. Alors, je le dis calmement parce que face à une telle situation, il ne faut surtout pas céder à la panique. Mais la Est-ce situation que tout est est noire. irrémédiable aujourd'hui? Est-ce qu'il y a déjà est-ce qu'on peut d'ores et déjà tracer ce qui est irrémédiable à l'horizon 2050, par exemple, et ce qui peut encore changer, si possible, dans la voie de l'amélioration? Ce qui est irrémédiable, c'est que les morts sont morts et que les arbres qui sont en train de mourir vont probablement mourir. Par contre, ce qui est extrêmement inconnu, c'est comment les arbres survivants, et on peut considérer qu'on est actuellement aux alentours de 80 à 90% des arbres qui ne sont pas dépérissants. Alors, sur certaines espèces, dans certaines conditions, l'épicéa commun en plaine, suite au développement d'un insecte, là, on a des dépérissements très forts. Sur le frêne, suite à une maladie exotique, des dépérissements très forts. La grande incertitude aujourd'hui, c'est de savoir si on est dans un développement linéaire qui font que ceux qui ne sont pas morts vont mourir, ou alors l'hypothèse optimiste, c'est que ceux qui ne sont pas morts vont passer à travers les chocs de, de stress qui se produisent, auront en eux une forme de résistance, et ce qui serait évidemment idéal, transmettront cette résistance à leur descendance. Donc, je citerai assez bien Jean de La Fontaine dans Les animaux malades de la peste. Tous n'étaient pas morts, mais tous étaient frappés. Et là, évidemment, en tant que forestier, avec un événement de réchauffement tel qu'il se produit, dont on n'a aucune trace à l'ère quaternaire, on a eu des refroidissements de plusieurs degrés en l'espace de quelques décennies, mais jamais un réchauffement, on ne peut pas regarder dans le passé pour avoir des informations sur ce qui se passe actuellement. On est face à un continent inconnu, ce qui laisse quand même de l'espoir. Et de toute façon, je dirais, quel que soit le diagnostic qu'on fait, je lisais une interview là, dans un journal de cette semaine. Euh, Mourir, c'est pas un problème. En 2050, en 2100, tous les gens qui sont ici seront morts. La question est de savoir qu'est-ce qu'on fait pour que le vivant perdure. Et moi, mon métier en matière forestière, c'est de réfléchir à la façon dont on fait perdurer le vivant en s'appuyant sur les phénomènes et les aspects naturels et avec notre intervention, ce qui sera ensuite un autre sujet de discussion. Alors, dans Forêt des racines et des hommes, vous précisez une chose qui, qui est évidente pour les forestiers, c'est qu'il y a plusieurs grands types de forêts en France, plusieurs grands types de massifs. Est-ce qu'on peut, par type de massif ou par type de région écologique, dresser une cartographie un tout petit peu plus précise de l'état de santé des forêts? J'imagine qu'il y a des forêts qui sont un peu moins touchées que celles de l'Est dont on nous dit que l'état de santé est assez dramatique. Ouais. On peut faire ça et on le fait de mieux en mieux. Alors, peut le faire de deux façons, en observant ce qui se passe, en appliquant les modèles de climat futur sur les forêts en place et en tirant des conclusions sur, j'appellerais l'étrangeté ou la nouveauté du climat, et puis en faisant des raisonnements de type scientifique.
On va commencer par les régions où je dirais ça, euh, c'est plutôt moins inquiétant. Je prendrais la Bretagne, le Pays Basque, les côtes de la Manche. Là, on est dans des régions où, même si le climat se réchauffe fortement, et il se réchauffera fortement, il pleuvait suffisamment en été pour qu'il y ait toujours suffisamment de pluie. Donc, je dirais presque c'est une bonne nouvelle. Ça pourrait être une bonne nouvelle s'il n'y avait pas la remontée du niveau de la mer. Rajouter, et je suis breton, donc je ne dis pas ça méchamment, rajouter 4 à 5 degrés au climat de Brest ou du Nord Finistère l'été, c'est plutôt pas mal, quoi. Rajouter quelques degrés de température sur la Loire-Atlantique pour faire du vin de muscadet qui gagnerait 3 degrés, c'est plutôt pas mal quand on a connu la, les petits muscadets ou les petits vins blancs à quelques degrés. Une autre région où les choses semblent aller plutôt bien, c'est la montagne au-dessus de 1000 mètres, au-dessus de 1500 mètres, on va dire. Parce que là, le réchauffement va se traduire par un décalage des zones de végétation. Alors, il y a des choses qui ne sont pas forestières qui sont dramatiques. La mort des glaciers, par exemple, dans les Pyrénées. Moi, je suis des derniers de ceux qui sont allés à pied sur des glaciers aujourd'hui disparus. Et mes petits-enfants, je n'aurai que des photos à leur montrer. C'est dramatique, cette chose-là. Mais globalement, le chêne va monter en altitude et c'est relativement rapide puisque pour gagner 3 à 4 degrés, c'est-à-dire suivre le climat, il suffit de se déplacer d'1 ou 2 kilomètres. Donc ça, c'est facile, un oiseau fait ça, le vent fait ça. Les régions dont on peut penser aussi que ça ne serait pas si dramatique que ça, c'est les régions déjà en climat méditerranéen. Quand on regarde la végétation de Marseille et la végétation du sud de l'Italie ou la végétation d'Alger, elle n'est pas très différente. Donc si on rajoute 4 ou 5 degrés et qu'on a un déplacement de climat de ce type, il y a déjà sur place les chênes verts, les chênes lièges, le pin d'Alep, etc. On va maintenant arriver aux régions qui sont vraiment compliquées. C'est le bassin parisien, la vallée de la Loire, je dirais entre Nevers et Nantes, et toute cette zone qui va de la Loire à la Garonne et jusqu'à Toulouse. Là, on est dans des végétations qui sont des végétations de chênes sessiles et pédonculés, les chênes feuillus, et en l'espace de 40-50 ans, on passe en climat méditerranéen. Et quand on regarde les forêts actuelles, on s'aperçoit que ce type de forêt, la chênette troncée, la chênette bercée, on n'en trouve pas dans le climat méditerranéen. Donc là, il y a une incertitude. Et ce qui est embêtant, c'est que c'est là où on voit dépérir les forêts naturelles, les chênaies naturelles et les hêtraies naturelles. Alors, je rajouterai quelque chose qui est très embêtant au niveau économique, qui est peut-être moins au niveau écologique, c'est le million d'hectares qui a été planté du temps du Fonds forestier national. Ce sont les forêts de production en plantation, où on a planté des espèces résineuses plutôt de type montagnard ou équivalent, qui ont besoin d'humidité pour pousser vite. Là, on peut avoir de grosses inquiétudes. On a déjà le cas sur l'épicéa commun. Peut-être que le Douglas va se trouver en difficulté d'ici 50 ans. Mais comme ce sont des forêts de plantation, on a certainement une possibilité de faire les transformations et on ne perd pas des écosystèmes naturels aussi, en tout cas, on ne met pas en risque des écosystèmes naturels aussi complexes que les chênaies. Et puis, bien sûr, il faut rajouter un phénomène annexe, c'est l'augmentation du risque d'incendie. Il faut rappeler que l'incendie est un risque, que dans 90% des cas, il est provoqué par l'homme, alors pas par l'incendiaire, hein, c'est les pneus, les freins qui coincent, bah, la très grande majorité des feux sont accidentels. On peut intervenir à la fois sur les causes de l'accident
et on peut intervenir sur la mise en sécurité des forêts. Euh, mais pour se résumer, l'énorme inquiétude, c'est cette espèce d'axe qui va de Beauvais jusqu'à Toulouse, en passant par Poitiers, Orléans, Paris, et une bande de 200 km de chaque côté. Là, il y a de grosses, grosses inquiétudes, et c'est là qu'on trouve nos grandes forêts feuillues, nos chênaies, notre patrimoine, notre valeur économique. Voilà, je ne sais pas si je suis assez clair. Le Massif central également, assez probablement, va vite rentrer dans des conditions méditerranéennes. Quid du massif des Landes de Gascogne dont on a beaucoup parlé cet été? Est-ce que le pin maritime y aura toujours sa place ou est-ce que là, on devra planter d'autres espèces? Alors, le pin maritime des Landes. Bon, je dois dire en préalable, parler d'un espèce de conflit d'intérêts. Moi, je viens du sud-Bretagne, je suis né au milieu du pin maritime. Dès que j'ai commencé à sortir mon nez dehors, j'ai senti l'odeur du pin maritime, donc j'ai un attachement physique fort au pin maritime. Revenons au massif landais. Je signale que, et c'est peut-être pas le cas vu au niveau national, suite aux incendies de cet été, il y a eu un grand mouvement de consensus qui s'est mis en place et qui s'est traduit il y a un mois par le passage d'un accord de fond entre les écolos de France Nature Environnement, euh, je suis toujours à France Nature Environnement Aquitaine, et des forestiers industriels, coopératives Alliance, syndicat des propriétaires forestiers. Cet accord est remarquable parce que, en gros, ça faisait 15 ans que, pour parler simple, on se tirait la bourre. Donc, face au choc épouvantable que représentent ces incendies, il n'y a pas eu de mort, mais c'est un traumatisme culturel, je dirais presque un traumatisme civilisationnel. Il y a eu un phénomène d'alliance qui s'est fait. C'est assez typique de la France d'ailleurs. Je pense qu'il faut qu'on soit vraiment au bord du précipice pour qu'enfin on arrête de se chamailler et qu'on passe des accords. Qu'est-ce que dit cet accord? Une grande partie du massif landais, dans une grande partie, il n'y a que le pin maritime qui peut pousser. On a essayé des dizaines d'autres espèces, c'est pas possible. Par contre, il y a toute une partie du massif où il y a autre chose que du pin, essentiellement du feuillu, et c'est en particulier tout ce qu'on appelle les ripicides. C'est tout le réseau hydrique. L'accord dit on va garder et on va restaurer toutes les ripicides. Pourquoi? Parce que ces ripicides sont des rétenteurs d'eau, des lieux de biodiversité absolument remarquables, et on a constaté cet été que lorsque le feu arrivait sur ces bandes de feuillus, pour autant qu'elles soient suffisamment larges, une centaine de mètres, 50 à 100 mètres, le feu non pas s'arrêtait tout seul, mais il perdait de sa puissance et ça permettait aux pompiers de l'attaquer. Ensuite, dans le massif lui-même, il y a une idée qu'on appelle le bocage forestier qui semble se répandre, un peu comme dans le bocage agricole, des grandes parcelles où on a du pin maritime, mais elles sont entourées de bandes de feuillus, et en particulier le long des routes et des chemins. Ça va peut-être pas pousser terriblement, mais ça permettra de constituer des espèces de digues contre le feu qui permettront au feu de ne pas prendre une puissance inarrêtable et permettront aux pompiers de se positionner. Donc, vous voyez, regardez de près, et là je m'adresse aux journalistes, regardez de près ce qui est en train de se passer dans le massif landais. Je signale d'ailleurs, puisqu'on est entre gens, avec des gens de médias, que FR3 Aquitaine a fait 2 numéros spéciaux de 55 minutes qui sont en ligne sur le site, sur les incendies de forêt, sur la façon de faire, qui sont absolument remarquables. Donc en fait, la crise, pour l'instant, la sortie de crise des feux de forêt landais, pour moi, elle est très positive.
Est-ce qu'il n'y avait pas Alors, eu je vois une question, c'est quoi le nom de ces bandes de feuillus? Eh bien, ça n'a pas de nom, c'est nouveau, ça vient de sortir. Est-ce qu'on peut appeler ça des méga-haies? Euh, c'est un concept d'Hervé Jactel, qui est chercheur à l'INRAE à Bordeaux. Ça a commencé à être testé. Il faut trouver les espèces. Peut-être ça peut servir à faire un peu de bois de chauffage. Euh, je crois que le terme de bande feuillue, oui, 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 ce serait. Ou alors des haies, mais ce sont des haies très larges, hein, des haies de 50 à 100 mètres de large. Et vous avez utilisé un autre nom, non, qui m'a échappé, ripissime. Alors, la ripicilve, de ripi, ripuaire, rive, sylve, forêt. La ripicilve, c'est une forme de forêt euh, très particulière qui pousse le long des rivières et donc en général dans des sols qui sont humides. Et là, on va y trouver des espèces comme les saules, les aulnes, les peupliers. La ripicilve, oui, vous faites bien de poser la question. Le monde forestier se gargarise de mots compliqués. On se comprend entre nous et on n'arrive pas à se faire comprendre. Donc, ce sont les forêts riveraines, les forêts le long des cours d'eau. Le problème, c'est que ces forêts, ce sont des milieux riches. Il y a eu une certaine tendance à les raser pour les transformer en plantations de pins maritimes. Ça, c'est fini. C'est fini. Il y a même d'ailleurs une volonté d'inverser la tendance et de reconstituer des peuplements feuillus le long de ces ripisylves. le... Est-ce qu'il n'y avait pas aussi l'un des problèmes qu'on a rencontrés dans le massif des Landes de Gascogne? Deux choses. La première, c'est que j'ai cru comprendre que certains forestiers avaient replanté dans les bandes qui avaient été rasées, enfin les pare-feux, comme on dit. Ça, c'est l'un des patrons du syndicat des forestiers qui l'a avoué au mois d'août. Et d'autre part, est-ce que le fameux concept de forêt usagère de la Teste de Buch, est-ce qu'il est encore adapté au monde d'aujourd'hui et à celui de demain, puisqu'il faudra, j'imagine, de plus en plus. Est-ce qu'il faut enlever le bois combustible pour préserver les arbres qui sont autour, dit autrement? Alors, sur le premier point, c'est Bruno Lafont, j'espère que je ne Absolument. massacre pas son prénom. Il a fait quelque chose que je salue et qui est remarquable. Il a dit, alors que c'est un leader, on va dire que c'est un des patrons historiques de la forêt landaise, il a dit lui-même, je ne sais pas quel est le terme, on a fait des erreurs, on a déconné en quelque sorte. Il a dit, on s'est tiré une balle dans le pied parce qu'on a oublié le risque feu. Il était patron, il est peut-être toujours, de la défense des forêts contre l'incendie, qui est quelque chose de remarquable qui a été mis en place après les grands incendies de 1947, où il y a eu 80 morts, pour le rappeler, où c'est toute la collectivité qui s'est mise ensemble pour être en vigilance par rapport au feu, l'éteindre et mettre en place, en abandonnant une partie de sa propriété, mettre en place ce qu'on appelle des grandes bandes par feu. Et ça, c'est très classique. Au bout d'un certain temps, on oublie le risque. J'avais connu ça en Bretagne sur le risque incendie, le risque inondation. En gros, on peut dire qu'au bout de 30 ans, la mémoire des grands accidents liés à la nature s'efface parce que les gens bougent, parce que les générations s'en vont, parce que les anciens qui disent « Oh, attention, attention », passent pour des radoteurs. Et c'est à ce moment-là qu'on est en situation de fragilité. On l'a bien vu avec les grandes catastrophes sur le bord de la mer où on a construit dans des endroits où autrefois on ne construisait pas. Donc, ça a été très important parce que ce qu'a dit Bruno Lafont a permis. Il a dit exactement la même chose qu'auraient pu dire des gens qui n'étaient pas forestiers, mais il était forcément crédible. Et c'est sans doute ce qui a fait que ça a permis l'avancée du consensus forestier sur le massif landais. L'autre chose qui a permis l'avancée, c'est qu'au sein du mouvement environnemental, il y avait des propriétaires forestiers eux-mêmes. Donc, c'était des gens qui étaient quelque part du même monde et qui avaient souffert
dans leur âme de la même façon des feux de forêt. Sur la forêt usagère de la Teste, autrefois, quand on en parlait, on était très intéressés, les forestiers, parce que c'était une survivance du droit médiéval qui était passé, comme les droits d'eau dans les moulins, au travers de la Révolution française. Là, je crois que la nuit du 4 août, voilà, il a manqué une virgule. Alors, c'est très intéressant si on veut s'en tenir au niveau du patrimoine. La réalité, c'est que ça a brûlé. Certains disent, vous voyez, c'est inadapté, ça a brûlé. Mais l'Andiras 1, l'Andiras 2, ça a aussi brûlé. Et en fait, moi, j'en suis arrivé à une conclusion, c'est que quand les températures dépassent 40 degrés dans le massif landais, aujourd'hui, tout crame si le feu échappe. Est-ce qu'il faut aller plus loin? Alors, là, je vais manquer de courage, parce que quoi que je dise, je fâche forcément quelqu'un. Mais d'un autre côté, comme je suis un Chalosais qui vit hors du massif landais, je pense que il faut changer les choses, pas forcément mettre ce massif en gestion à production de bois. Après tout, il y a 1 million d'hectares, ça en fait quelques milliers, bon, ben voilà. Et puis, il y a aussi des gens qui sont des gens qui ont des droits. Je note quand même que c'est très, très différent aujourd'hui. Qui sont les gens qui ont des droits? C'est les habitants du bassin qui ont, par héritage ou par achat, récupéré des propriétés des gens du XVIIIe siècle, à l'époque où le bassin était un lieu d'une pauvreté absolue et où ils avaient besoin des choses. Donc, bon, étant breton du Sud, j'aimerais pas que des gens du bassin d'Arcachon viennent me dire ce qu'il faut faire dans les Landes de l'Envaut. Donc moi, n'étant pas du bassin d'Arcachon, je laisse le soin aux gens du territoire de décider ce qu'il faut faire. Mais manifestement, ce n'est pas un modèle qu'il faut étendre à l'ensemble de la France. D'autant qu'il était pertinent, donc il y avait beaucoup de gens dans la forêt, il y avait une industrie de la gêne, il y avait beaucoup de gens qui récoltaient, comme vous le disiez, le bois mort. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Donc Alors après, il y a une question qui est fondamentale, hein. C'est ce qu'on appelle la rupture verticale du risque de feu. Est-ce qu'une forêt de ce type dans lequel on n'intervient pas, et en particulier où on laisse de la végétation du sol jusqu'au sommet des arbres, est-ce qu'elle est plus sensible au feu qu'une forêt dans laquelle on fait du débroussaillement et dans lequel on n'aura pas ce feu qui peut monter du sol, je dirais du sol au plafond? Il y a une tendance dans la zone méditerranéenne de dire il faut enlever la végétation au sol, il faut débroussailler. Mais ça se fait manifestement au détriment de la biodiversité. Forcément, si on broie, on détruit une partie du vivant. Le problème vient qu'on est dans des conditions qui ne sont pas des conditions naturelles, c'est-à-dire l'évolution darwinienne n'a pas éliminé les écosystèmes qui sont capables de résister à 4 degrés d'augmentation de température en un siècle. Donc je pense que dans cette affaire, on doit forcément étudier la question, intervenir, mais en faisant une intervention de type écologique avec une connaissance profonde du fonctionnement de l'écosystème. Et ça, c'est le travail des scientifiques. Si vous voulez, mesdames, messieurs les journalistes, allez voir Éric Rigolo, peut-être vous l'avez déjà fait, qui est vraiment l'expert national du feu et qui bosse à INRA, je crois que c'est Avignon, ou Aix-en-Provence, je crois que c'est Avignon. Mais là, je renvoie sur comment faire aux spécialistes scientifiques. On est face à une situation nouvelle. C'est un peu comme quand on a eu le Covid, comment on fait? On ne pouvait pas regarder ce qu'il y avait dans les archives, hein. On était face à quelque chose de nouveau. Il y a une dernière chose que je voulais aborder avant de laisser la parole à mes consoeurs et confrères, c'était
un nouvel usage qu'on veut faire de la forêt, qui est celui de stocker du carbone. On a vu il y a quelques jours l'Union européenne légiférer en la matière. Il y a également au niveau européen la volonté de planter, je crois, 3 milliards d'arbres en quelques années pour reconstituer certains massifs. Est-ce que ça vous semble être une bonne chose finalement de donner ce nouvel usage de puits de carbone forestier, des puits de carbone qui généreraient bien évidemment des crédits carbone qui seraient monnayables? C'est une bonne chose ou c'est plutôt dévoyer la forêt? Alors, j'ai été de ceux qui ont mis au point le système des certificats permettant d'avoir des crédits de carbone en forêt. Bon. Il reste quand même que dès le départ, on a été un certain nombre de forestiers à dire c'est pas nous, les forestiers français, qui avons provoqué la difficulté dans laquelle on se trouve liée aux émissions de gaz à effet de serre. Sauf peut-être en tant qu'individu, comme tout le monde, on a, en particulier en étant français, faisant partie, moi, de la classe moyenne, j'ai dû largement contribuer, enfin, j'ai largement dépassé mon quota carbone depuis 50 ans. Même si je ne prenais pas l'avion tous les jours, il n'y a aucune discussion sur cette responsabilité-là. Mais revenons au niveau du forestier. Si on prend les forestiers dans leur ensemble, au sens où ils ont accompagné la forêt, depuis le début des émissions de gaz à effet de serre vers 1830, la forêt française est passée de 8 à 9 millions à 17 millions d'hectares aujourd'hui, avec 100 000 hectares de forêt qui chaque année arrivent spontanément. Là, c'est la nature qui fait le boulot. Hein. L'agriculteur s'en va, la forêt s'installe. Donc, on a stocké du carbone. Si on partageait entre tous les forestiers les droits à émettre du carbone qui sont issus de la fixation des forêts, on pourrait tous monter dans un supersonique et tourner autour de la planète pendant des années et des années. Ce serait parfaitement stupide. Donc, première chose, pourquoi demander aux forestiers et aux forêts de réparer les bêtises d'une civilisation industrielle? C'est un problème philosophique. Mais on peut passer là-dessus. Tant qu'à faire, on a notre responsabilité. La deuxième chose, c'est est-ce que la forêt française et la forêt européenne est en situation de capter plus de carbone qu'elle ne le capte déjà? Vous verrez dans les mois qui viennent, le puits de carbone de la forêt française est en train de se remplir. C'est-à-dire que, alors les termes sont mal adaptés entre puits et source. On va dire que la forêt française fixe de moins en moins de carbone. Pourquoi? Parce que comme il fait plus chaud et plus sec et plus ou moins vite, et c'est la croissance qui permet de fixer du carbone, comme des arbres meurent, eh bien, une partie du carbone retourne dans l'atmosphère et au bout du compte, le puits de carbone, quand on verra les chiffres de 2022, pas tant par les incendies, mais essentiellement par les dépérissements, on va se rendre compte que le puits de carbone, c'est pas bon. Ça ne marche de moins en moins. La forêt est malade. Comment voulez-vous demander à un coureur de courir plus vite alors qu'il est malade et qu'il court de moins en moins vite? Donc, je pense que c'est une grande illusion, cette histoire de puits de carbone dans les forêts. Par contre, moi, je suis pragmatique. On avait fait pour la France, il y a 3 ans, 4 ans, avec des amis forestiers, une note qui est toujours disponible sur le think tank de la Fabrique écologique, dans lequel on estimait qu'il fallait de 2 à 3 milliards d'euros d'investissement dans les forêts et la filière pour qu'elles fonctionnent bien. L'essentiel, d'ailleurs, c'est pour développer le bois dans la construction. On peut dire que l'argent du carbone est bon à prendre. Mais est-ce que c'est pas est-ce que c'est une arnaque ou pas? La discussion, moi je dirais si on fixe du carbone, tant mieux. Mais ça m'étonnerait que ce soit une fin en soi. Mes amis forestiers disent
S'il y a de l'argent à prendre, on le prend. Alors, pour parler concrètement, je m'occupe, vous l'avez dit, de la forêt de Chantilly, 6500 hectares. En fait, je suis conseiller stratégique et scientifique de la directrice des ICOPO, qui est la patronne de la forêt. On a décidé collectivement qu'on n'irait pas, ou très peu, sur les crédits carbone, parce qu'on n'est pas sûr de pouvoir remplir les engagements. Mais il y a d'autres approches. Je pense à quelqu'un qui est l'ancien président des experts forestiers, qui est Philippe Gourbin, qui a créé une structure qui s'appelle Label Forêt, en jouant sur le mot label, et qui dit on ne vous promet pas de fixer plus de carbone, mais on promet qu'on va faire le nécessaire pour en perdre moins. Donc c'est une approche qui n'est pas qui est mon approche, hein, je terminerai là-dessus. Quand je dis que je suis un médecin de la forêt et un urgentiste, je ne suis pas un entraîneur qui permet d'augmenter la performance. Je suis quelqu'un qui prend soin des arbres et des forêts pour leur permettre de passer au mieux la phase très critique qui est devant nous pendant au moins un siècle. Et donc, donner de l'argent aux forestiers, non pas pour fixer plus de carbone, mais pour en perdre moins, ça a un sens. Ensuite, planter 1 milliard d'arbres, 10 milliards d'arbres, 100 milliards d'arbres, moi je vous dis, ça me laisse assez froid. Dans ma carrière, je ne les ai pas plantés moi-même, mais j'ai eu à prendre des décisions qui ont amené, je pense, à 80 millions d'arbres en 50 ans. Bon, d'autres l'ont fait, mais je pense que si je n'avais pas été là, ça n'aurait pas été fait comme ça. Planter des arbres, ben, c'est comme mettre des patates dans le jardin. On peut dire, je vais faire 1 hectare, 10 hectares, 100 hectares de patates. La question, c'est qu'est-ce qu'on en fait derrière. Donc, c'est très bien de planter à condition de savoir pourquoi on le fait et comment on le fait. Et encore une fois, la stupidité complète, ce serait de planter à la place de quelque chose qui existe et qui ne va pas si mal. C'est-à-dire, ce serait de détruire des forêts pour en mettre d'autres à la place. Ça, c'est aussi un risque. Donc, je n'ai pas une réponse binaire. Hein. Je ne vais pas aller dénoncer en disant que c'est dangereux, c'est grave, si c'est stupide. Je dis, ces questions de forêt et de carbone, c'est un peu plus subtil qu'on imagine. Je crois qu'on a compris. Y a-t-il des questions au sein de chez mes consoeurs et confrères? C'est votre tour. Laurence Madouille. Il faudra parler plus fort ou mettre le micro. Le micro est mis, alors. Je vais parler plus fort. Beaucoup plus fort. Pour les plantations à venir, sur quel type d'espèces faut-il miser, notamment dans tout ce qui va de la Seine à la Garonne, cette zone critique que vous avez pointée tout à l'heure? Alors là, vous êtes en plein dedans, madame. Je passe mon temps à réfléchir à que cultiver et que planter. Bon, je dirais à partir déjà d'un principe ou de quelques principes. Tout ce qui est vivant, je le garde. Donc, je ne vais pas couper des arbres appartenant à des espèces dont par ailleurs les calculs, y compris ceux que j'ai pu faire, laisseraient entendre que d'ici 10 ans, 15 ans, 20 ans, il disparaîtrait. Bon, je n'aime pas faire de l'anthropomorphisme, mais là je crois qu'on peut le dire. Imaginez une personne de 45-50 ans à qui on vient dire, écoutez monsieur ou madame, d'après les analyses génétiques, d'après tout ce qu'on va faire, il est fort probable que vers 65 ans, vous allez développer une maladie mortelle. Donc, hop, à la poubelle, on vous vire. Non, tout ce qui est vivant, on le garde parce qu'il y a dans ce qui est vivant, indépendamment des aspects philosophiques, des possibilités d'adapter.
de s'adapter. Avec l'année 2022 qu'on a connue, ceux qui vont s'en sortir à la fin de l'année prochaine, qui seront toujours vivants, on peut penser qu'ils ont un sacré avantage. Hein. Ils auront pris des gros coups sur la tête puisque l'année 2022, en gros, c'est le climat de 2050. Donc, on peut dire qu'une fois, ils ont tenu. On ne sait pas ce qui va se passer s'ils prennent 3 années de suite ce genre de choses. Ensuite, tout ce qui vient naturellement, c'est-à-dire la régénération naturelle, les petits, les graines qui sont produites par les arbres en place, j'en prends soin. Et ensuite, quand il y a des trous, quand il y a des vides, là, je plante. Alors, planter quoi? Planter quelque chose qui est susceptible de tenir en 2050 ou en 2080, mais qui ne va pas mourir tout de suite. Si on fait les calculs, on se dit que le chêne-liège, le chêne vert, le pin maritime ont tout à fait un climat qui leur convient à Chantilly en 2050. Donc, on va prendre des graines dans le sud pour les planter là-bas. Encore faut-il qu'ils soient capables de vivre leurs prochaines années, leurs premières années dans le climat tel qu'il est maintenant. Je vous invite, j'en profite pour vous inviter, je vous signale 2 événements. Hein. Le 4 février, on fait une grande réunion scientifique, citoyenne, politique à Chantilly pour expliquer 3 ans de travaux. Et la forêt est ouverte pour montrer ce que l'on fait. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous, d'ailleurs, sont déjà venus voir ce que l'on y fait. Donc, la migration assistée, puisqu'il s'agit de ça, c'est d'aller chercher des espèces dans un endroit où aujourd'hui ils sont dans un climat qui leur convient, pour les planter plus au nord ou plus haut en altitude dans un climat qui leur conviendra, sachant que le climat change sans arrêt. Ça, c'est la première chose pour choisir les espèces. La tendance, pour moi, est de dire il faut aller dans des environnements au niveau biodiversité qui sont les plus proches possibles de ceux dans lesquels on se trouve déjà. Donc, plutôt aller chercher un chêne-liège adapté au climat méditerranéen dans le massif landais que d'aller chercher un eucalyptus adapté au climat méditerranéen en Australie. Non pas parce que l'eucalyptus est une sale bête, mais parce qu'il est tellement éloigné au niveau écologique qu'il y a plus de risques, soit qu'il devienne envahissant, soit surtout qu'il soit victime de maladies sur place. Je regarde donc principalement les espèces qui sont présentes dans le pourtour méditerranéen et plutôt dans l'ouest du bassin méditerranéen, c'est-à-dire des choses qui sont à l'ouest de l'Italie, qui comportent le Maghreb. Et la deuxième chose, je disais hier avec des collègues, on est sur un projet qui est le projet AXA. Hein, qu'est-ce qu'on fait derrière les plantations d'épicéas communs, qui étaient les plantations industrielles du groupe AXA? Les espèces, c'est le retour du marché. On peut avoir une trentaine d'espèces potentielles. Mais une fois qu'on est revenu du marché avec 30 produits dans son sac, on n'a pas pour autant fait le repas. Tout va être dans l'assemblage, la façon de le faire. Et de plus en plus, on considère dans le monde forestier que la façon d'assembler les espèces est plus importante que les espèces elles-mêmes. Alors l'assemblage, c'est de l'assemblage géographique, on en a parlé quand on dit qu'on va mettre du pin maritime seul, entouré de bandes feuillues, mais c'est aussi le fait d'associer 2 espèces, un chêne et un pin par exemple. Donc c'est une cuisine, d'utiliser la régénération et les espèces locales. Et là, on retombe de nouveau sur les idées d'Hervé Jactel. Cette Ah, on a un problème. Hervé, on ne vous entend plus. Je crois que le système est bloqué. dans lequel on se trouve maintenant, où on peut atteindre, on a mesuré à Chantilly en plein soleil 55 degrés. À 55 degrés, aucun jeune arbre n'est capable de vivre. Il cuit. On n'avait jamais vu ça dans l'histoire, des températures à 55 degrés au sol.
Donc la solution, c'est aussi bien pour le forestier que pour les arbres, c'est marche à l'ombre. C'est rester les arbres, les jeunes arbres à l'ombre. Là, on est dans la gestion forestière. Ça amène naturellement à dire on évite les coups rases pour pouvoir garder les arbres à l'ombre, pas du tout pour des motifs esthétiques ou d'autres motifs, c'est simplement pour des motifs sylvicoles. Donc, je suis désolé de ne pas vous donner la réponse en termes d'essence, mais en gros, si vous demandez à un cuisinier avec quoi il fait ses plats, il va répondre je peux faire de la bonne cuisine avec à peu près tout. Mais l'important, c'est la cuisine, plus que l'espèce. Ça ne veut pas dire qu'on peut prendre n'importe quelle espèce. Hein. Je me résume là-dessus. Prenons des espèces des régions plus chaudes du sud de la France, de l'Espagne, d'Italie et du Maghreb en priorité. Après, si on ne trouve pas ce qu'il nous faut, on va chercher un peu plus loin. Question de Frédéric Boursicot, que je peux lire. Oui, sauf si vous m'entendez, je ne suis pas sûre. Oui, ça marche. Oui, je voulais savoir si on déplace comme ça ces graines du Sud, est-ce que j'imagine qu'il y a une différence quand même dans les sols. Est-ce que le sol de Chantilly, il est en mesure de faire pousser du cèdre du Liban ou le sol va falloir s'adapter? Alors, excellente question. D'autant plus qu'à Chantilly, le sol, on commence à bien le connaître, puisque grâce à des bénévoles associés aux scientifiques, les bénévoles, c'est des habitants de Chantilly, des chasseurs, des randonneurs, des simples des citoyens comme ça. On a fait 44 000 prélèvements. Donc, c'est un sondage remarquable. On a fait des fosses à 4 mètres de profondeur. Enfin bref, on fait une analyse complète. Donc, on sort le grand jeu avec des innovations vraiment mondiales. Les travaux sont menés par les collègues de l'INRA essentiellement. On s'est rendu compte qu'à Chantilly, on avait tous les sols de France. Et au niveau des sols, oui, il n'y a aucun problème. Les sols des régions méditerranéennes et les sols des régions du bassin parisien sont les mêmes. Là où il y a un problème, c'est lorsqu'on monte en altitude. Comme il fait froid, on a au-delà de 2000 mètres des sols qui ne sont pas adaptés aux espèces venant d'en dessous. Même si le climat était favorable aux chênes, à 2000 mètres d'altitude, il trouverait des sols qui ne lui conviennent pas. Donc, pour parler simplement, le sol n'est pas un problème. Alors, le sol est un problème parce que si vous avez du calcaire actif qui est toxique pour beaucoup d'arbres dans le nord de la France, si vous faites venir des pins maritimes dessus, il restera toxique. Donc le sol est un facteur à prendre en compte, mais pas la différence de nature de sol au niveau d'un pays comme le nôtre, dès l'instant qu'on est en dessous de 1500 mètres d'altitude. Myriam Detruy. Hop, j'active le micro. Bonjour, merci pour votre conférence. Je voulais savoir si c'est dans les plantations qui avaient été, ou les plantations, les forêts qui avaient été touchées par le scolyte, quelle était la stratégie après? Qu'est-ce qu'on fait? Alors. Moi, je peux compléter la question parce que je voulais aussi poser une question sur le scolyte. Et juste avant de répondre, vous pouvez nous remettre en perspective un petit peu le rôle du réchauffement dans le développement des scolytes et puis nous faire un état des lieux? Alors, on est à la période de pub. Hein. J'y consacre un chapitre dans mon livre. Donc, ce livre, je vous conseille de l'acheter, de le faire acheter. Vous pouvez en avoir une version informatique et vous pouvez avoir le livre en vous adressant à Delachaude-Yesley, puisque, si j'ai bien compris, vous êtes journaliste. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé avec le scolyte? C'est une histoire de couple qui a mal tourné. Depuis des millions d'années, le scolyte, ce petit insecte, nettoie les forêts, recycle les bois de pin, d'épicéas communs lorsqu'ils sont malades, ont été victimes de dégâts divers. Ça permet de recycler la matière organique, de recycler les éléments minéraux. Bref, le scolyte est un nettoyeur, un peu du style, dans le film Léon, il y avait un nettoyeur. Voilà, c'est un nettoyeur. Avec le réchauffement climatique,
Et j'avais commencé à voir ça il y a une quinzaine d'années, où on voyait que c'était en dessous d'une certaine limite de température hivernale qu'on voyait apparaître des dégâts. Qu'est-ce qui se passe? Le scolite, au lieu de mourir massivement pendant l'hiver, meurt moins. Donc, il y a plus d'adultes qui se retrouvent au printemps aptes à se reproduire. Comme la saison de végétation est plus chaude et plus longue, ils font 3 générations au lieu d'en faire 1 ou 2. Et une génération de scolites, c'est une centaine, voire 200 descendants. Donc on se retrouve là où dans une forêt, il y avait chaque année seulement quelques dizaines de scolites qui ne s'attaquaient qu'aux arbres totalement dépérissants ou morts, on se retrouve brutalement avec des hordes, je crois que le terme est exact, les hordes de scolites adultes, et avec un phénomène qui font que lorsqu'ils deviennent très nombreux, ils deviennent très agressifs, comme les criquets en Afrique, et se mettent à attaquer des arbres sains, qui ne sont pas affaiblis. Comment réagit un épicéa commun? Lorsqu'il est attaqué par des scolites, il produit de la résine pour les engluer, et il envoie des messages, comme tous les arbres, par ses racines, biodiversité via les champignons, pour prévenir les voisins qu'il est attaqué, lesquels voisins se mettent aussi à produire de la résine. Mais là, face à des attaques hyper massives, ça m'a toujours fait penser, cette histoire de scolites qui deviennent attaquants, de cette forme, à un film qui s'appelait Z, Z comme zombie, où on voyait, je crois que c'est assez proche, ce système. Donc du coup, au-delà d'une certaine température, l'épicéa commun ne peut plus réagir, alors qu'il tient. Moi, lorsque l'épicéa commun est tout seul, il n'est pas attaqué par les scolites, on trouve de l'épicéa commun à Poitiers, j'en ai vu dans des jardins à Toulouse. Mais dès que vous en mettez 10 ensemble, c'est le scolite qui fait l'attaque. Donc, moralité, au fur et à mesure du réchauffement climatique, la limite de température qui permet aux scolites de passer, je dirais, en mode zombie attaquant massivement, ne cesse de monter vers le nord et en altitude, et l'épicéa commun, eh bien, il est très très mal barré. Alors, qu'est-ce qu'on fait derrière? On disait dans un premier temps, pour éviter de répandre les scolites, quand il y en a un arbre d'attaquer, on le rase. Comme ça, on évite, et on sort le bois, on évite aux scolites de multiplier. C'est ce qu'on a fait depuis 5 ans quand on a eu les nouvelles attaques. C'est une erreur. Je pense que c'est une erreur profonde parce que on est arrivé à tout raser. Et on a tout rasé sur des centaines d'hectares. Moyennant quoi, ça n'a servi à rien pour limiter la pullulation des scolites, mais ça, on ne le savait pas. Et on a probablement détruit des arbres qui n'étaient pas morts et qui auraient pu à la fois donner des graines pour au moins refaire un bout de forêt et surtout auraient fait de l'ombre. Donc, qu'est-ce qu'on fait derrière? Il y a 2 situations. Il y a là où les scolites, là où tout n'a pas été coupé, je pense qu'il ne faut couper que les morts et laisser voir ce qui vient en régénération naturelle. Et là, où tout a été coupé, là c'est un vrai problème. Déjà, pour moi, attendre 3 ou 4 ans de voir ce qui vient naturellement. Et là, on a de sacrées surprises. On voit énormément de semis qui ressortent d'autres espèces, du chêne, de l'érable, etc. Et ensuite, bien, on discute et on retombe sur le principe que je vous ai évoqué. Tout ce qui est vivant, on le garde. Tout ce qui vient naturellement, on garde. Et on en prend soin et on plante dans les trous. Donc ça, c'est une démarche qui est en train de monter chez les forestiers. Et là encore, on n'est pas dans des conflits entre visions des choses, on est dans le pragmatisme. Ce qu'on faisait il y a 10 ans, on ne le referait pas. Et peu à peu, on apprend et on s'en servira pour les générations suivantes. Bon, je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Le scolite, c'est vraiment l'histoire d'un couple qui, sous l'effet du changement climatique, se désorganise et se met à se taper dessus. Et comment il évolue alors? Est-ce qu'il continue de se multiplier à l'infini ou est-ce qu'il y a un moment où ça s'arrête?
Ah, alors évidemment, ça ne se multiplie pas à l'infini. Vous connaissez cette histoire, hein, quand on regarde le taux de multiplication des souris, on considère qu'à un moment, on aurait 1 milliard de tonnes dans une maison. Non, à un moment, il y a un facteur limitant. Le facteur limitant du scolyte, c'est la quantité d'arbres disponibles. Plus d'épicéas communs, plus de scolyte. Bon, parfois, il va attaquer d'autres résineux à côté, mais le scolyte de l'épicéa commun est assez spécifique. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsque euh, l'épicéa commun a détruit, lorsque le scolyte a détruit tous les épicéas communs dans un secteur? Ben, on connaît l'exemple avec l'orme, qui est aussi un scolyte qui transmet l'orme. Lorsque tout a été bouffé, eh bien, le scolyte passe à un stade euh, résiduel, il se débrouille, il survit comme il peut, donc il n'est plus suffisamment puissant pour attaquer, donc ça permet à l'épicéa commun de réinstaller des populations, on le voit avec l'orme, mais dès qu'il recommence à y avoir de nouveau suffisamment d'épicéa communs dans le paysage, eh bien le scolyte, avec un certain retard, 5-6 ans, se remet à réattaquer. Donc c'est un espèce de valse ou de tango, plutôt un tango, le tango du scolyte et de l'épicéa commun, qui fait que quand il n'y a plus d'épicéa commun, il n'y a plus de scolyte ou très peu. Quand l'épicéa commun revient parce qu'il n'y a plus de scolyte, le scolyte se redéveloppe et on peut penser qu'on va avoir ce genre de phénomène sur des cycles d'une dizaine d'années avec des alternances de population, mais ça ne fait pas l'affaire du forestier puisque ça n'amène jamais à avoir des forêts suffisamment adultes pour pouvoir récolter du bois et qu'on puisse les appeler forêts. Une autre question d'Isabelle Bellin. Oui, vous m'entendez? Oui, oui. Bonjour, merci, merci pour votre présentation. J'ai une question par rapport au plan. Alors, je crois qu'il s'appelle bois-forêt. Donc, cette discussion qui est en cours dans les ministères depuis plusieurs années avec l'idée de la plantation de milliers d'arbres. Et si j'ai bien compris, un débat par rapport au choix des espèces, et notamment pas mal d'espèces exotiques, un manque de diversité. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce plan et le stade où il en est? Alors, les plans et les programmes. J'ai mon ami Charles Derex, où il était ingénieur général à l'inspection générale des services, on va appeler ça comme ça. Il avait fait un rapport sur les rapports sur la forêt. Il avait donc analysé en 30 ans 250 rapports sur ce qu'il fallait faire. Et il concluait, principal résultat de mon travail, c'est que ça fait 251 rapports maintenant, un de plus. Donc, il faut avoir un certain recul par rapport à tous ces plans et programmes. C'est facile de faire un rapport. Je ne sais plus, je crois que c'est Clémenceau disait qu'il n'y a pas de problème qui puisse être résolu quand on fait une commission qui émet un rapport. Et puis ensuite, la grande truc classique, c'est que à quoi servent les rapports? À caler les armoires qui contiennent les rapports. J'ai fait des rapports, j'en ai fait beaucoup, donc je ne vais pas cracher dans la soupe, mais ce qui est important derrière, c'est deux choses. Ce sont les moyens qui sont mis, parce que s'il n'y a pas de moyens, la forêt ne rapporte pas assez d'argent en tant que tel pour qu'on puisse massivement intervenir, et il ne suffit pas d'avoir les moyens, il faut ensuite que ça fonctionne, c'est-à-dire que ce que l'on va planter reprenne, et qu'il y ait des candidats pour planter. Alors, à chaque fois, c'est la même chose. Je dis toujours, quand il y a des assises pour la forêt, feuilles de route, etc., je veux bien remonter sur mon cheval et y aller. Jusqu'à présent, et je ne sais pas, non, je ne l'ai pas mis dans mon livre parce que je ne mettais pas de graphique, tous les rapports en disant on va récolter plus depuis 30 ans, ça ne s'est jamais traduit par quoi que ce soit. C'est-à-dire, je citerai les Shadocks, plus ils pondaient des rapports et plus il ne venait rien. Est-ce que ça va changer actuellement? Alors, c'est ce que disent toujours les ministres. Ils disent oui, jusqu'à présent, ce qu'on a fait n'a servi à rien, mais vous allez voir, maintenant, cette fois-ci, ça va marcher.
Je pense qu'on est dans un nouveau monde parce que la sainte trouille de voir les forêts disparaître fait que tout le monde se met derrière, qu'il y a de l'argent qui arrive. Alors, le débat sur les exotiques. Il y avait hier un excellent webinaire qui était mené par le réseau mixte technologique AFORCE, Adaptation des forêts, où intervenaient Alexis Ducousseau et Brigitte Muche. Je leur ai posé la question, qu'est-ce que c'est qu'un exotique? Ils ont dit, on ne sait pas. Donc, si on ne sait pas ce que c'est qu'un exotique, on ne sait pas ce que c'est qu'un indigène. Je rappelle que le pin lariceau de Corse en Corse est considéré comme un indigène en France. Si, par miracle ou hasard de l'histoire, l'Algérie était restée française, le cèdre serait français, et donc ce serait un autochtone. Donc, selon qu'on est dans les limites administratives liées à l'histoire ou qu'on ne l'est pas, on est indigène ou on est autochtone, ou on est exotique. Alors, manifestement, l'Australie, mais je ne sais pas comment se débrouille l'Angleterre avec le Commonwealth, hein, pour savoir. Ensuite, je pense que ce n'est pas comme ça qu'il faut discuter. Il y a des débats. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces débats? Ça, c'est un gros défaut de la science forestière française. Pendant longtemps, on a totalement ignoré les sciences humaines. On n'a pas cherché à savoir ce qu'il y avait comme peur, comme autre façon de voir le monde derrière les représentations de la forêt. Maintenant, on commence à le faire. On commence à avoir une école de sociologie forestière. Et moi, je vous ai donné mon point de vue. Tant qu'on est dans le même écosystème, on est indigène. Là, je vois passer actuellement au-dessus de ma tête, tous les jours, des grues. Mais il y a aussi les hirondelles au printemps. Les hirondelles qui arrivent du Maroc, 3 jours après, ils sont en Picardie. Dans leur crotte, il y a ce qu'ils ont mangé 3 jours avant. Sur leurs pattes, il y a des bactéries qui ramènent du sud de l'Espagne ou du Maroc, voire même de plus loin. Donc, en fait, la notion de communauté d'arbres ne doit pas se prendre au niveau du temps humain et de l'espace des hommes, c'est-à-dire notre génération dans le territoire français, mais doit se prendre au temps des arbres. Le temps des arbres, c'est des centaines de milliers d'années, et dans l'espace, ces espèces dont on parle aujourd'hui migrent de la Suède au Maroc et dans l'autre sens de façon régulière. Donc en fait, c'est plus une notion d'enjeu. Moi, je suis pour utiliser des végétaux locaux, à condition qu'on considère que le local, c'est quelque chose qui comprend l'Europe et le Maghreb, et peut-être même la Turquie. Bon, mais c'est un vaste débat. Et je signale que la Société botanique de France, dont je suis membre, mon parrain c'est Guillaume de Kock, un grand botaniste, organise en janvier un colloque sur la notion d'exotique et d'indigène et de comment les utiliser. Alors, une chose est sûre, c'est que plus on vient de loin et plus il faut surveiller ce qui se passe. Parce que plus il y a une étrangeté et plus il y a un risque. Mais ce n'est pas une raison pour éliminer systématiquement tout ce qui vient de loin. Je pense à Gilles Clément qui faisait l'éloge des vagabondes. Très beau livre sur les plantes venues d'ailleurs. On ne veut pas de plantes venues d'ailleurs, on ne veut pas de vignes. Y a-t-il d'autres questions? Ah, je précise une petite histoire sur les plantes venues d'ailleurs. Je suis breton, j'étais avec un copain qui était anti-exotique. Je connaissais le patron de la crêperie. Il lui a enlevé le cidre parce que les pommes viennent du Kazakhstan. Il lui a enlevé le blé noir parce que les galettes viennent de Turquie. Il lui a enlevé les patates parce que ça vient d'Amérique du Sud. Et à la fin, qu'est-ce qu'il pouvait manger? Du pâté de cochon tout seul. Et il me dit, de toute façon, je suis content parce qu'un breton, du moment qu'il a du cochon, il arrive à se nourrir. Voilà. Question d'Axel et de Frédéric Boursicot, si j'ai bien compris. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Oui, donc j'ai une question moi sur les micro-forêts. Je suis dans la région toulousaine et ces quelques dernières années, il y a eu un gros engouement porté par des collectifs citoyens. Donc, on a eu une dizaine de micro-forêts qui ont été plantées sur le territoire, on va dire, métropolitain.
Et je sais qu'il y en a eu beaucoup dans le Tarn aussi, porté par un autre collectif, là aussi citoyen. Donc, au-delà du fait qu'il se focalise beaucoup, a priori, sur des essences locales, pas forcément adaptées à ce qui nous attend. Je voulais savoir un petit peu ce que vous pensiez de ce concept, hein, parce que je rappelle, la microforêt, il s'agit de planter plusieurs arbres au mètre carré, entre 5 et 8, je crois. Enfin, c'est une méthode japonaise qui nous vient du Japon. Voilà, donc je voulais savoir un petit peu ce que vous pensiez de cette méthode et puis de cet engouement autour de cette façon de planter. Alors, avec quelques collègues, dont de nouveau Hervé Jactel, on a publié dans The Conversation, donc on a publié un document là-dessus. Dans un premier temps, j'ai réagi assez violemment sur le thème de foutaise. J'explique pourquoi. Premièrement, si on faisait la même chose avec des animaux dans une basse-cour, ce serait un scandale monstrueux. En mettant à des densités qui sont 10 fois les densités habituelles, tout un tas d'espèces, si vous faites ça dans un poulailler, vous allez en prison. Bon, mais on a affaire à des végétaux, on n'a pas affaire à des animaux. Ensuite, on sait très bien que les lois de la nature font qu'il va y avoir une grande partie, on va dire 90% des arbres qui ont été plantés qui vont disparaître dans les 10 ans. Vous allez dans n'importe quelle forêt, c'est comme les poireaux, c'est n'importe quel végétal, il y a une élimination naturelle. La question qui se pose, c'est de savoir qu'est-ce qui va rester. Est-ce que ça va être une espèce ou pas? D'autre part, quand on regarde le fonctionnement des écosystèmes français, forestiers, on a 4, 5 espèces maximum, dont une ou deux dominantes. C'est le fonctionnement des forêts françaises. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on parle de pinèdes, de sapinières, de chênaies, hêtraies, etc. C'est la conséquence historique du fonctionnement des écosystèmes tels qu'ils se sont mis en place sous l'impact des glaciations depuis tout au long de l'ère quaternaire dans notre climat. Miyawaki avait mis ça en place pour les climats tropicaux sur des sols très dégradés. Et le fonctionnement des forêts tropicales n'est pas le fonctionnement des forêts tempérées. On n'a pas les mêmes systèmes, en particulier du mélange d'essence. Alors, passons sur un certain nombre de publicités qui disent qu'il y a 10 fois plus de biodiversité, que ça fixe 10 fois plus de carbone et surtout que ça pousse 10 fois plus haut. Ah oui, ça veut dire que moi, dans une forêt qui fonctionne bien, ça pousse de 50 cm par an, voire de 1 mètre. Donc 10 fois plus, ça ferait 5 mètres de haut. 10 fois plus vite, ça ferait qu'en 10 ans, on aurait une forêt de 50 mètres de haut. Bon, là, c'est toujours écrit sur certains sites commerciaux. Il y a, comme dans toute chose, des profiteurs qui vendent extrêmement cher aux collectivités un peu naïves leur méthode, et c'est toujours une réaction de forestiers, gaspillage de moyens. On manque tellement d'argent et on manque tellement d'arbres que de planter à forte densité des arbres dont 90% vont mourir dans les 5 ans, est-ce que c'est pas du gaspillage? Alors ensuite, il faut regarder les résultats. Et puis il faut voir ce que ça mène en termes de psychologie. Je pense que c'est une bonne chose au sens où ça introduit dans la ville, avec des bénévoles, l'idée qu'on a besoin d'arbres. Mais c'est peut-être un peu naïf, un peu exagéré, un peu couillon par rapport aux finances que l'on met derrière. Est-ce qu'il faut l'interdire? Certainement pas. Est-ce qu'il faut le réguler? Certainement pas.
Est-ce qu'il faut y mettre un discours scientifique? Oui. Est-ce qu'il faut interroger ceux qui les plantent et ceux qui les promeuvent? Oui. Donc, en fait, je pense que la rationalité, la science et la démocratie vont permettre d'arriver à une stabilisation du système. Alors, je ne sais pas ce que vous allez faire de ma réponse, Axel. Merci beaucoup. Mais moi, je suis un bienveillant. Je suis un bienveillant. Donc, allez, je dirais, comme grand-père que je suis, par rapport aux petits-enfants à qui on dit, mets pas la main là-dessus, tu vas te brûler. Eh bien, plus on va empêcher le gamin de mettre la main dessus, et plus il va avoir envie de le faire. Et une fois qu'il s'est brûlé, il ne recommencera pas. Ce n'est pas une raison qu'il faut lui prendre la main pour la coller sur le four pour qu'il apprenne. Donc c'est une question, c'est une question. Je pense que les choses vont se réguler d'elles-mêmes. On a vu une régulation à Paris où la maire de Paris voulait planter des forêts urbaines aussi, en oubliant que les sols parisiens étaient bien encombrés par des réseaux, des métros et des câbles électriques. Alors, comptez pas sur moi pour rentrer dans le bashing de la maire de Paris. Non, il ne s'agit pas de bashing, il s'agit juste de dire... Mais, non, mais je ne dis pas ça, Valérie. Mais moi, des fois, quand même, hein, je me dis qu'il y a des élus, quand même, ils sont quand même bien couillons, hein, de mettre des centaines de milliers d'euros. Hein. Bon, mais globalement, alors, il faut préciser une chose, hein, c'est que Miyawaki, qui est mort, n'a jamais su que son nom avait été associé à la méthode telle qui était faite en France. Je pense que Miyawaki, ça fait très bien parce qu'il y a une mode de japonisante là, actuellement. Donc, mais il n'y a pas qu'en forêt qu'on a ce genre de choses. Hein. Si on commençait à regarder tout ce qui relève de la santé par les plantes, on a quand même des choses pas mal qui sont racontées dans les médias. Ça peut faire l'objet d'un autre webinaire. Je crois qu'il y a une question de Frédéric Boursicot qui sera peut-être la dernière. Oui, alors bon, ce sera peut-être pas la plus importante, mais comme on parlait d'économie tout à l'heure, je voulais savoir en termes d'impact sur les chênes truffiers, parce que si les chênes sessiles sont un peu concernés par le réchauffement, qu'est-ce que ça donne pour les chênes truffiers? Ah, fondamental. Fondamental. Là, effectivement, on va vite arrêter l'interview pour penser aux fêtes de Noël qui arrivent, mais méfiez-vous des trois messes basses. Il faut faire attention. Alors, le chêne truffier est impacté par les températures. J'ai travaillé sur le chêne truffier en ayant mis au point une technique qui permettait de bouturer des vieux arbres truffiers. Parce qu'évidemment, la truffe étant associée à la racine, si on fait une greffe sur un autre arbre et on n'a pas la chose. Bon, c'est plutôt moins pire le changement climatique sur les chênes truffiers parce que ça permet d'avoir au nord des conditions climatiques qui vont permettre d'installer sur les plateaux calcaires de Lorraine d'ici la fin du siècle, tout de suite sans doute à Chantilly, des chênes qui sont truffiers, c'est-à-dire le chêne pubescent, le chêne vert, qui accepte le calcaire. Et donc, je pense qu'on pourra avoir de la truffe assez rapidement dans le nord de la France. On a déjà du vin qui paraît qu'il n'est pas si mauvais que ça sur les coteaux de Chantilly. Hein. Et comme la truffe est un produit de luxe, alors discussion, est-ce qu'on peut le faire ou pas? On peut arroser. On peut, sur une dizaine d'hectares, compenser. Donc, il faudrait regarder de près jusqu'où on trouve de la truffe dans les climats chauds au sud. C'est peut-être pas... voilà, mais bonne question. On est un peu dans la logique du déplacement des zones de production de vignobles. Hein. Je regarde sur les questions-réponses, mais là, question micro-forêt.
Alors, je vois une question d'Amanda Schrepp. Euh, Excellente question aussi. Vous avez vraiment travaillé votre interview. Au bout de combien de temps euh, un arbre meurt? Je me souviens dans un de ses livres qui s'appelait Les Brèves de comptoir, qui était vraiment excellent. Hein. C'est Gouriot, je crois, qui avait fait Les Brèves de comptoir. Quelqu'un disait, un poisson qui meurt, bah, c'est facile, il se met sur le dos, il flotte et puis c'est fini. Mais un arbre, quand est-ce qu'un arbre est mort? Combien de temps il met à mourir? On ne sait pas. On ne sait pas. J'ai souvenir d'un arbre que j'étais allé voir, qui s'appelle le chêne d'Abraham, qui est en Palestine, à Hébron. Faut être journaliste dingue ou botaniste fou comme moi pour aller dans ces endroits-là pour essayer de retrouver l'arbre. Bon. Eh bien, le chêne d'Abraham, c'est le quatrième depuis 2700 ans, a commencé à mourir vers 1700 et il a fini de mourir en 1950. Donc, un arbre met très très longtemps à mourir. Les effets sur la sécheresse et la chaleur, il faut distinguer les résineux. Les résineux, en général, ça vient très vite. Très très vite. En l'espace de quelques semaines, l'arbre perd ses aiguilles et ne redémarre pas au printemps. Pourquoi? Souvent parce que le système racinaire a été cuit, a été détruit. Et je vois, et là vous regarderez au printemps, des arbres qui apparemment ont passé l'été sans trop de difficultés. Au printemps, ils redémarrent et en 4 jours, ils meurent. Parce que le système racinaire a été détruit. Donc tout le système d'approvisionnement en eau est détruit. Chez les feuillus, c'est beaucoup plus long. Je me souviens d'avoir vu à la pépinière de Guémené un arbre qui avait pris un gros coup sur la tête en face de mon bureau, de l'autre côté de la route, après la sécheresse de 76. Il est mort définitivement en 2010. Donc, on a tout un système qui s'appelle le système dépéris, qui permet de qualifier le dépérissement des arbres en fonction de notes que l'on donne, et on peut le faire en permanence. Je pense à noter dans les listes de données que je vous fournis, et puis on pourra vous faire un stage si vous voulez venir, 1 heure en forêt de Chantilly, regarder ce que c'est que le dépéris. On utilise les critères, je pense que ça se fait toujours à la naissance d'un bébé, on utilise un certain nombre de questions qui se posent, ça s'appelle un test. Test, il a un nom, hein. Est-ce que le bébé a bougé, est-ce qu'il a crié, est-ce qu'il a respiré, etc. Et en fonction des notes, on voit l'état de santé du bébé à la naissance. Moi, je me suis inspiré de cette méthode-là et avec mes collègues pour faire la même chose sur les arbres. Pour les chênes, il faut attendre 3 ans pour avoir le bilan complet. C'est-à-dire que l'année extrêmement dure que l'on a connue en 2022, qui est la pire de l'histoire du climat en France depuis la fin de la dernière glaciation, au niveau de dureté pour les arbres, on n'aura les résultats que vers 2025. Et que dire ensuite sur ces choses? Eh bien, il y a des phénomènes qu'on appelle de réitération, c'est-à-dire qu'un arbre, même très démoli, peut se remettre sur des parties de ses branches à refaire des pousses jeunes. Là, c'est les travaux de Francis Allais, avant qu'il veuille faire sa forêt naturelle, là, quand il était au boulot scientifique, sur ses travaux de rajeunissement des arbres. Les arbres, c'est vraiment des organismes aliens, hein. Ils ne fonctionnent pas du tout comme nous, on ne peut pas se comparer, mais globalement, quand ça commence à aller mal, c'est rare que ça s'arrange. Je vous propose d'en rester là. Alors, moi j'ai quand même j'ai un message, je vois qu'il y a plein de questions. Je suis prêt à continuer avec tout le monde, à donner des interviews. Me rendre sur Paris, c'est un peu plus compliqué parce que à chaque fois que j'y vais, je ramène le Covid, donc c'est vraiment pas. Pourtant, je suis vacciné. Donc, je suis à votre disposition complètement. Alors, je vous le dis tout de suite, hein, bien sûr, vendre un livre, c'est bien, c'est très agréable, c'est très satisfaisant pour l'ego. On n'a pas l'impression d'avoir bossé pour rien. Mais surtout, et j'aurais dû le dire dès le départ,
Delachaux et La Martinière m'avaient demandé d'être coordinateur d'un livre d'une quinzaine d'auteurs. Et quand je me suis adressé à ces co-auteurs, ils m'ont tous dit, on n'a pas le temps, t'as qu'à l'écrire toi. Donc, quelque part, j'ai fait une captation d'auteurs. Donc, je pense que vous avez mes coordonnées. En tout cas, Valérie vous les donnera. Bien Je sûr. me tiens à votre disposition. Alors, j'ai noté dans vos propos que vous nous invitiez à Chantilly. C'est une Oui. invitation que nous acceptons évidemment avec plaisir. Donc, ce qui serait bien, c'est de pouvoir organiser ça dans le courant du premier semestre 2023. Oui. À la meilleure des époques. Vous savez, je suis né dans le golfe du Morbihan et j'habite dans le sud des Landes. Moi, dès que je vois en dessous de +5 à la météo, je commence à avoir la trouille, hein. Donc, Ben, vous nous direz quand est-ce qu'on peut organiser ça et on s'occupera de la logistique. Je vous quitte et bonne eh fin ben de voilà, discussion. avec plaisir pour continuer, hein. Merci à vous et bonne fête de fin d'année. Je vous quitte aussi, mais merci.